Pour moi, la zone de confort, du coup, c'est une zone vraiment où tu te sens complètement à l'aise, t'es pas stressé, t'es complètement toi-même et t'es pas anxieux, etc. Dès que tu sors un peu de la zone de confort, tu perds tes moyens, t'es stressé, ça crée de l'anxiété. Par exemple, moi, quand j'ai commencé mon aventure que j'évoque dans mon livre, c'était justement le but, c'était de sortir de ma zone de confort pour un peu me lancer vers l'inconnu. Et je me rappelle notamment au tout début de mon voyage, un peu à titre d'exemple, j'ai sauté, c'était à Malapascua, au bout de 10 jours, sur une île aux Philippines. Je suis jamais très à l'aise avec le vide, etc. J'ai sauté notamment d'une falaise à plus de 15 mètres de hauteur. Mes jambes elles tremblaient, on le sent quand on sort de sa zone de confort. Souvent on le sent aussi, c'est dans le mental mais aussi physique. On sent qu'on tremble, on est un peu plus stressé. Mais une fois qu'on est sorti de la zone de confort, tout de suite, ça permet d'élargir en fait sa zone de confort et surtout de casser des barrières mentales qui fait qu'on va pouvoir à chaque fois aller plus loin et l'expérience passée qu'on aura réalisée en sortant de sa zone de confort, ça paraîtra beaucoup plus simple et normal. J'aime bien dire, et là c'était une image assez symbolique aussi quand j'ai sauté de la falaise, forcément quand on est loin de la falaise, pas sur le bord, c'est confortable, c'est pas stressant, mais la vue est moins belle, alors que quand on est vraiment au bord de la falaise, proche, c'est plus dangereux, tomber dans le précipice, la vue est beaucoup plus belle et c'est plus excitant. Et ça représente assez bien le fait d'élargir sa zone de confort et de sortir de sa zone de confort. J'aime pas trop l'expression sortir de sa zone de confort, mais plutôt l'expression élargir sa zone de confort. Enfin, le fait de sortir à un instant T de sa zone de confort, ça l'élargit sur le temps et sur la durée jusqu'à la fin de sa vie en fait. Donc toutes les expériences qu'on réalise à un instant T, ça fait un effet boule de neige. Et ensuite, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, ça nous paraît beaucoup plus simple. Par exemple, quand j'ai aussi lancé ma chaîne YouTube, moi ça me stressait de malade mental de parler, de me dévoiler, de me montrer face cam en public. J'essayais de trouver à chaque fois des solutions et des hacks pour repousser à chaque fois. Donc je me disais, je peux commencer par juste faire des dessins ou des images, des graphismes pour pas me montrer en personne. Et pourtant, une fois qu'on l'a fait, ça crée de la satisfaction parce que une fois que j'ai publié ma première vidéo sur YouTube, je stressais, c'est pas seulement mental mais aussi physique, nos mains tremblent, etc. Et donc il faut écouter son corps parler aussi, il faut sentir son corps. Mais une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que en fait, ça apporte de la satisfaction, il n'y avait rien de dangereux à le faire et on en rigole quelques jours après, quelques semaines après, on se dit en fait, c'était rien de plus et du coup on en est satisfait parce qu'en fait ça permet d'apprendre et de tenter des nouvelles choses, potentiellement d'avoir des échecs, mais surtout d'apprendre et de pouvoir innover et d'être plus créatif et de pouvoir se lancer dans plein d'autres projets qui sont pas forcément liés à l'aventure, mais à l'entrepreneuriat, à l'investissement, pour justement essayer de réaliser ses rêves et pas forcément avoir de regrets plus tard, quoi. Je pense que tu sens que tu es enfermé dans ta zone de confort quand tout va bien, tu es heureux, etc. Mais en même temps, tu trouves qu'il y a plein de choses que tu aimerais tester et que tu es en manque d'excitation. Tu n'as pas une sensation d'accomplissement complet, pleine satisfaction. La vie, c'est du mouvement, c'est comme une flaque d'eau. Par rapport à la mer ou dans des rivières, il n'y a pas de courant. L'eau elle stagne et du coup elle moisit. C'est un peu pareil dans la vie, si tu fais le bilan 1 an après et tu vois qu'en fait le temps est passé et t'as rien fait de spécial, à part que t'as peut-être pu autopilote, voir ta famille, voir tes amis, certaines habitudes et monotonie qui s'est mis en place, mais t'as pas forcément créé de grandes choses dans la poursuite de tes rêves en gros. Du coup, pour sortir de sa zone de confort, il faut vraiment faire cette impulsion, faire cette première étape et un pas vers l'avant pour vraiment se lancer. D'ailleurs, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, comme je disais par exemple, j'ai mis une image sur la première vidéo qui est celle où je me lance à Dubaï au moment de faire du parachute. Et là, j'avais pas le choix. Je montais dans l'avion et en fait, j'étais avec une personne avec qui on s'est lancé et on était deux. Du coup, tu peux plus réfléchir. Donc c'est bien aussi de se faire accompagner pour se lancer. Là, en l'occurrence, c'était cette personne où je me suis lancé de l'avion à plus de 3000 mètres d'altitude. Il m'a dit, ça sert plus à rien de réfléchir, tu te jettes dans le vide et tu te lances. Là, c'est un peu pareil pour se lancer. Ce qui peut être bien, c'est notamment d'être entouré de personnes qui t'inspirent, qui ressemblent à ce que tu veux accomplir dans la vie pour faciliter cette prise de risque. Il faut se mettre dos au mur. Par exemple, moi, quand j'ai sauté de l'avion à Dubaï, une fois que l'avion est en altitude, tu peux pas faire demi-tour. Donc là, j'étais dos au mur, tu n'as plus le choix. Il faut lâcher prise aussi. Cette expression qu'on entend très régulièrement. Personnellement, j'ai lu beaucoup de livres sur le lâcher prise, etc. Mais à un moment, il faut arrêter de trop réfléchir, trop suranalyser.
Il y a toujours des moments ou des choses sur lesquelles tu peux te focaliser qui te feront reculer et te poser trop de questions. Mais en fait, moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai mis 2 ou 3 ans à réfléchir, à me dire « Ah oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ?» etc. On suranalyse. Nos perceptions ne sont pas forcément les bonnes. Dans son livre Don Miguel, 4 accords Toltec, d'ailleurs c'est un livre que je recommande à lire, il le dit lui-même, ce qu'on pense des autres, c'est pas forcément les perceptions que eux ont de nous. Donc on a tendance à trop suranalyser, il faut se lancer, il faut se mettre dos au mur pour pas pouvoir reculer en arrière, mais il faut aussi commencer par des choses pas trop compliquées, étape par étape, pour justement élargir petit à petit cette zone de confort sans trop se faire peur dès le début, quoi. Si je peux t'encourager du coup à sortir de ta zone de confort, c'est de, comme je disais, faire étape par étape. Par exemple, moi je faisais pas mal d'athlétisme quand j'étais jeune, et d'ailleurs j'en fais encore beaucoup. Plutôt du sprint à la base. Ensuite j'ai voulu m'inscrire aux foulées de l'immobilier quand j'étais en stage chez Bouygues Immobilier il y a plus de 10 ans. Pour moi, courir un 10 km, ça me paraissait vraiment inconcevable, alors que je faisais du sprint à un niveau quand même assez élevé. Je m'en rappelle, j'arrivais même pas à tenir 45 minutes. Donc en fait, comme pour se préparer pour une longue course, etc., il faut commencer étape par étape, mais surtout être régulier. Par exemple, pour la course à pied, des petites distances. Mais s'y tenir très régulièrement. Moi, au lieu de vouloir tout de suite courir un marathon ou même un 10 km pour les foulées de l'immobilier, bah, du coup, chaque semaine, j'essayais de courir 3 fois par semaine. Mais 2 km, à l'époque, c'était déjà 2-3 km, c'était déjà beaucoup. Plutôt essayer de s'y tenir, quitte à légèrement ralentir, bien respirer, etc. Et d'ailleurs, la respiration, petit aparté, la respiration pour sortir de sa zone de confort, pour prendre du recul, ça va avec le lâcher-prise que je disais juste avant. Bah, c'est hyper important, hyper bénéfique surtout. C'est comme la méditation. Si on est stressé, comme quand je sautais de cette fameuse falaise aux Philippines, j'étais hyper stressé, j'ai essayé de calmer et de respirer lentement, faire quelques exercices de respiration pour prendre du recul et ralentir son rythme cardiaque pour lancer et élargir sa zone de confort. Pour résumer, si tu dois sortir en gros de ta zone de confort, l'idéal vraiment c'est déjà d'avoir un objectif précis. Donc si c'est par exemple courir un marathon, ou comme moi c'était le cas, courir un 10 km, tu as une date précise, donc ça peut être le 1er juillet. Une fois que cette date est fixée, tu t'es inscrit, que tu as payé l'inscription, tu peux plus, entre guillemets, revenir en arrière. Il faut mettre en place un plan d'action avec un rétro-planning. Si tu t'inscris 3 mois à l'avance, tu as cette date en tête, tu sais que tu découpes en petites étapes. Par exemple, t'entraîner 3 fois par semaine pendant 8 semaines, avec des dates et des objectifs bien clairs pour pouvoir passer à l'action de manière plus simple et progressivement. Et une fois que tu auras réalisé cette première étape, qui est par exemple un 10 km, que tu auras réussi et que tu te seras rendu compte que c'est pas si dur que ça, tu pourras l'année d'après augmenter et te dire tu fais un semi-marathon et là tu redécoupes encore en étapes et à chaque fois petit à petit tu progresses sans t'en rendre compte en ayant des objectifs bien précis. Après, si vraiment tu es dos au mur et que l'objectif te paraît très très compliqué, il faut quand même essayer de puiser et de creuser dans ces expériences passées. Je vais reprendre l'exemple quand j'ai sauté de plus de 15 mètres au bord d'une falaise aux Philippines, sachant qu'il n'y avait pas de panneau qui pouvait te rassurer ou de plongeoir et qui te disait que l'eau était assez profonde en bas ou que tout était ok. D'une, tu es obligé de faire confiance aux personnes avec lesquelles tu es. Donc là, moi, il y avait quand même pas un guide, mais un local du village. C'était le cousin du cousin qui connaît l'île et qui savait qu'à cet endroit, c'était possible de plonger. Donc ça, déjà, ça te rassure. Donc il faut quand même lui faire confiance. Et ensuite, de deux, tu peux aussi creuser dans tes expériences passées, réalisées. Moi, en l'occurrence, je me rappelais qu'il y a 10 ou 15 ans, par exemple, j'avais fait du canyoning dans les gorges du Verdon. Et je me rappelais que j'avais sauté de 5 ou 8 mètres. Donc tu te dis déjà, ça cumulé avec le fait que tu vois d'autres personnes qui te disent que c'est possible de le faire, il faut se faire confiance, il faut vraiment essayer de respirer un peu, prendre du recul, mais surtout pas trop réfléchir ensuite. Donc il faut faire confiance à son corps aussi et à se dire que c'est possible de le faire. Et surtout, du coup, penser à ce que ça va t'apporter par la suite pour vraiment être une source de motivation. Et aussi potentiellement les regrets que ça pourrait t'apporter si tu l'as pas fait. Parce que si tu le fais pas, tu fais demi-tour, tu te diras toujours quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, ah mais si je l'avais fait, si je l'avais pas fait, etc. Ça peut créer des regrets. C'est d'ailleurs un livre qui est vraiment très intéressant de Bronnie Ware, Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Beaucoup de personnes regrettent de ne pas avoir fait des choses. Donc à un moment, il faut tenter. Comme ça, tu n'auras pas de regrets de l'avoir testé. Pour moi, les échecs, c'est pas des échecs, c'est au contraire, c'est des réussites. Je vais reprendre l'exemple de la course à pied.
Si tu t'étais fixé de courir 10 km, mais finalement que tu t'arrêtes au bout de 7 ou 8 km ou que tu te blesses, parce que pour le coup, c'est un bon exemple la course à pied, tu peux toujours réussir des objectifs, c'est juste que tu vas peut-être mettre plus de temps que prévu ou le résultat sera un peu différent. Une course à pied, à moins de te blesser et de te casser la jambe, tu pourras toujours finir en marchant ou quoi que ce soit. Donc déjà, tu peux garder ça en tête et apprendre de ça. Ensuite, si pour le coup vraiment tu t'arrêtes au bout de 8 km pour une quelconque raison externe, que tu t'es blessé ou autre, déjà ce que tu peux en tirer comme leçon, c'est que ça te fera un repère. Tu sauras qu'avec l'entraînement que tu as réalisé, tu seras allé jusqu'à cette distance et donc ça te fait déjà une base de comparaison qui te donnera un objectif plus précis à l'avenir. Si tu veux refaire ça, tu sauras un peu plus facilement. Il faut apprendre des erreurs qu'on a faites, mais surtout de ce qu'on avait fait pour réaliser cet objectif. Donc il faudra faire une réflexion et une introspection de la préparation que tu avais faite pour cet objectif. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si tu lances une entreprise et que tu fais un échec, c'est pas juste l'échec en tant que tel qui te dira pourquoi tu as échoué, mais il faut vraiment analyser que ce que tu avais fait comme action, comme préparation, comme démarche qui a mené à cet échec. Mais du coup, ça te donne vraiment une bonne base de repères pour lancer un deuxième projet où tu pourras plus facilement affiner et aussi te motiver parce que là, ça te fera un objectif que tu as déjà réalisé pour abattre, entre guillemets. C'est pas dans les réussites que tu apprends paradoxalement, mais c'est vraiment dans les échecs parce que si tu réussis quelque chose, on va reprendre l'exemple de la course à pied, si tu réussis le 10 km du premier coup, ce que tu peux en tirer comme leçon, c'est que justement, tu aurais pu aller potentiellement plus loin. Tu connais pas vraiment directement ta limite. Alors qu'un échec, potentiellement, c'est ta limite. Donc tu sais après ce qu'il faut faire pour améliorer et surmonter cet échec en gros. Il faut faire vraiment attention à l'entourage et à l'entourage qui nous aiment. Il faut bien s'assurer que quand on leur demande conseil, ils ont de l'expérience pour te conseiller sur ce que tu veux faire. Si tu dis à quelqu'un que tu vas faire un marathon, mais que cette personne, elle n'a jamais couru de marathon de sa vie, faut mieux pas forcément écouter ses conseils parce qu'elle va pas être capable de bien te conseiller et elle va plutôt te faire peur qu'autre chose et va vouloir te protéger pour pas que tu te blesses, etc. Il faut plutôt demander des conseils à des personnes qui ont déjà réalisé les choses qu'on veut faire et qui nous inspirent pour aller dans la direction qu'on veut. Ensuite, il peut aussi y avoir des relations toxiques ou des personnes jalouses qui vont t'empêcher de faire quelque chose parce qu'ils veulent pas te voir réussir. Donc ça, pareil, il faut aussi savoir les discerner, sentir son corps. Un bon moyen pour ça, c'est notamment, comme je disais, le sport, mais aussi la méditation. Il faut vraiment prendre du recul, savoir si ces personnes sont les mieux à même de te conseiller. Si demain, tu hésites à te marier avec ta femme et que du coup, tu demandes conseil auprès de ton entourage, etc., et que tes amis ou autres te disent « Ah, mais c'est peut-être pas la bonne, et ça fait pas longtemps que tu es avec elle, etc., etc. » et qu'au final, cette personne elle-même ne s'est jamais mariée, pareil, c'est peut-être pas un bon exemple à suivre. Ouais, certaines personnes te diront que tu vas trop vite, mais faut pas prendre des risques démesurés. Il faut se renseigner, il faut se préparer le mieux possible auprès des personnes qui ont réalisé des choses similaires pour voir si c'est atteignable en fonction de ta préparation. Tu vas pas grimper l'Everest demain si tu n'as jamais monté en montagne auparavant. Il faut quand même se renseigner, lire un maximum pour voir si c'est possible. Ouais, il faut quand même que du coup tu sois un minimum ambitieux dans tes objectifs. Parce qu'il faut savoir quand même bien se challenger. En l'occurrence, moi par exemple, quand je préparais ma course pour les foulées de l'immobilier, je faisais déjà beaucoup de sprints, etc. Si je courais que 1 ou 2 km et que j'étais pas du tout fatigué, que je transpirais pas, que tout se passe bien, que tu n'as même pas besoin de mettre ton t-shirt à la machine à laver, c'est peut-être que tu as été un peu trop lentement. Donc il faut quand même se challenger, sentir que tu as appris quelque chose, que tu t'es un peu stimulé, que ce soit intellectuellement ou physiquement, et que tu le ressentes quand même. Parce que si tu avances trop lentement, ça va prendre trop de temps. À l'inverse, si tu veux dès demain faire l'enduroman ou un ultra triathlon, mais que tu n'as jamais couru de longues distances ou même nagé des longues distances, il va falloir quand même se préparer petit à petit, quoi. Ouais, ensuite, donc du coup, quand tu as réussi des étapes ou des challenges que tu t'étais fixés avec succès, il faut savoir avoir de la gratitude et être reconnaissant et surtout les célébrer pour en être fier.
Tu peux notamment le soir avant de te coucher, si tu fais de la gratitude, essayer vraiment de t'en rappeler et de les écrire noir sur blanc pour en être fier. Tu peux les fêter avec tes proches. Je reprends l'exemple de la course. Si tu fais un 10 km et que tu réussis cet objectif, le soir, tu avais peut-être fait attention pendant 2 mois de